입장에서 저 아티스트들이 무엇을 보여줄 수 있는지, 무엇을 하려고 했는지를 되게 관찰하는 편이에요. 그래서 그때 일어나는 어떤 순간적 스파크들, 또 그때 일어난 새로운 어떤 조짐들, 이런 것들을 그냥 뭐 그런 것들을 이제 픽업해서 그것을 이제 그 장면화하는데 그런 스타일로 연기를 하는 편이고, 그래서 다분히 조금 내가 그리는 그림은 있지만은 조금 그들에게 여지를 주는 편이고, 그렇지만 끊임없이 뭐 이렇게 즉흥적으로 연기를 할 장면을 만들 수 없으니까 항상 전체와 끝과 어떤 일관성들을 항상 염두에 두면서 그들의 어떤 재능들을 구현시키려고 하는 편이죠. En fait, je suis pas du tout quelqu'un de perfectionniste, même par exemple dans mes storyboards. J'attache beaucoup d'importance à la collaboration et pour moi c'est vraiment le talent de chaque chef de poste qui fait la différence dans un film. Par exemple, le directeur de la photo s'occupe de la lumière. En fait, en général, je regarde en fait avec beaucoup de précision et de détails pour ce que font donc les chefs de poste. Je leur montre en général, je dessine en fait un peu l'ensemble et après je regarde comment est-ce que chacun travaille. Le directeur de la photo prendra un certain angle, l'acteur jouera dans une certaine tonalité de lumière et je trouve par exemple l'ambiance que je voulais et donc je continue dans cette lignée-là. Les acteurs en fait à chaque fois aussi s'approprient l'espace, surtout Song Kang-ho qui est très unique et quand je vois ce qu'il fait, parfois aussi ça me donne le courage de continuer d'une autre manière. Et sur le plateau, donc en général, je suis très observateur. Je regarde en fait peut-être les petits riens qui peuvent changer les choses, les petites étincelles, et je regarde et puis donc je m'approprie donc ces petites choses. Et je laisse donc beaucoup le champ libre à toute l'équipe. Et bien sûr, l'improvisation est également importante, mais on ne peut pas non plus improviser tout un film. Donc j'essaie en fait qu'il y ait une certaine logique, une certaine régularité à travers tout le film. 최민식, 그러니까 올드보이의 최민식과 그리고 기생충의 송강호는 두 사람 다 한국을 대표하는 명연기자지만 너무나 사실은 성질이 다른 배우인 것 같아요. 최민식은 무척 고전적이고 메소드 방식을 많이 선택하는 것 같고 되게 뜨거운 연기를 하는 스타일이고, 송강호는 되게 모던하고 유니크하고 현대적인 연기를 하는 사람이고, 그리고 송강호일 경우에 되게 차가운 어떤 그런 성질을 연기를 하는 배우라고 생각이 듭니다. Et concernant les deux acteurs, en fait, donc Choi Min-sik a été très connu depuis donc Old Boy et puis donc Song Kang-ho effectivement aussi pour Parasite. Mais si Choi Min-sik est quelqu'un qui c'est un acteur qui est très dans le classique. Il est beaucoup dans la méthode et la méthode donc l'acteur studio et donc c'est un acteur qui est très brûlant, qui est très chaud et en comparaison Song Kang-ho c'est quelqu'un qui est très moderne, qui est unique mais qui est donc dans son jeu quelqu'un qui est très froid. Et alors donc vous venez de réaliser 2 comédies et puis là de film en film vous changez de genre. Vous surprenez d'ailleurs votre public parce qu'on a l'impression que vous allez continuer voilà, sur quelque chose que vous dominez bien et puis vous allez passer au film d'horreur avec Hotel of Two Sisters, Bittersweet Life et I Saw the Devils qui sont des bollards et puis film de science-fiction. En fait, voilà, et Western Spaghetti. Vous vous attaquez alors à tous les genres. Alors certainement l'idée d'un challenge, vous dire j'en suis capable, mais je pense, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est aussi une manière de vous mesurer aux réalisateurs que vous adoriez, que vous avez découvert justement quand vous étiez ado, jeune, au cinéma, vous parliez tout à l'heure d'Alain Delon, mais Alain Delon, j'imagine que vous l'avez vu forcément dans Le Samouraï et les films de Jean-Pierre Melville. I Saw the Devil, on pense bien sûr au cinéma américain, à Scorsese, Robert De Niro. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette idée de vouloir vous mesurer aussi à ces films, à ces monuments du cinéma? 무의식적인 그런 게 있을 수 있죠. 근데 저는 그냥 모든 장르들 영화들을
내가 어렸을 때부터 봤던 모든 장르 영화들을 다 사랑하고 로맨틱 코미디 빼고 다 장르 영화를 해보고 싶은 어떤 욕망은 있어요. Inconsciemment, oui, peut-être, mais en fait, même depuis mon enfance, j'ai toujours adoré tous les genres donc au cinéma, donc j'ai toujours voulu faire, en tout cas, m'attaquer à tous les genres de films, excepté la comédie romantique. 이게 이게 드라마라는 거는 이제 저는 제 생각엔 제가 해석하는 드라마라는 거는 어떤 두려움을 다루는 형식 같아요. 그래서 이제 장르마다 그 두려움의 어떤 그 개별성, 유형이 있는 거죠. 호러 영화는 보이지 않는 존재에 대한 두려움이 있어요. 그거는 영혼일 수도 있고 귀신일 수도 있고 그리고 뭔가 삶 속에 숨겨진 어떤 비밀일 수도 있고 그렇게 보이지 않는 존재에 대한 두려움을 다루는 게 호러 영화라는 생각이 들고 사이파이 영화는 다가오지 미래에 대한 불안한 막연한 불안과 두려움을 다룬 거라는 생각이 들고 멜로 영화는 실현에 대한 두려움을 다룬 거라 생각이 들고 또는 스파이물은 내 그 존재 나를 누군가 알게 될까봐 진짜 내 모습을 알게 될까봐 이런 나의 존재를 누군가 알게 될까 이런 두려움을 다루는 무의식적인 사람들 그런 두려움을 다루는 거라고 생각이 들어요. 그리고 액션과 뭐 폭력물 같은 경우는 정말 폭력에 대한 어떤 두려움을 다루는. 근데 나는 그 드라마라는 것은 두려움이 인간의 어떤 한 사람에게 발생하고 그것을 거쳐가면서 어떻게 극복하고 성장하는 이야기를 다루는 게 좀 드라마라고 생각이 들고 각 장르마다 두려움을 다루는 어떤 클리셰나 컨벤션이 있기 때문에 그것을 갖고 다루는 어떤 재미를 느낄 수 있는 것 같아요. 지금 여기 이제 이 자리에도 앙크렌 감독이 있는데 그러니까 같은 세대인 것 같아요. 대신에 다양한 영화들을 소화하고 다양한 영화를 보여주고 싶고 현대의 어떠한 감성에 맞게 새로운 영화를 하고 싶은 어떤 그런 욕망들. 그래서 그런 장르를 옮겨가는 거예요. 우리 같은 세대의 감독들이 요즘 이제 그 영화광 세대인데 장르를 옮기는 거에 대해서 아무런 거부감이 없고 그만큼 이제 장르 영화를 이해도가 높기 때문에 이전 세대와는 다르지 않나 하는 생각을 듭니다. 그래서 이제 여러 장르를 믹스하기도 하고 여러 장르를 시도해보기도 하고 그런 뭐 영화관적인 요소들이 있는 것 같고 또 거기에 플러스 나는 이제 그 장르마다 이제 모든 어떤 그런 두려움을 다루는 어떤 다른 장치들이 있어서 그거를 해보는 것을 즐겨하는 것 같아요. Pour moi, ce qui définit un drame, en fait, finalement, c'est la peur. C'est toujours intrinsèquement lié. L'horreur, les films d'horreur, finalement, parlent de la peur d'une entité invisible. Alors, l'entité invisible, ça peut être un fantôme, un esprit ou un secret que l'on cache. Dans les films de science-fiction, ça parle de la peur du futur. Les films mélodramatiques, c'est la peur de l'échec sentimental. Les films d'espionnage ou les thrillers, c'est la peur que notre propre identité soit révélée. Donc tout ça fait que les films de genre parlent toujours d'une peur que l'on a tous en nous et de savoir comment la vaincre. Et c'est pour ça en fait que ça m'intéresse. Parce que dans les films de genre, il y a toujours des clichés, des conventions, et je trouve ça très amusant en fait de jouer avec. Et dans le public, donc il y a également le réalisateur Yann Kounen, qui fait partie de ma génération. Et je pense qu'en fait, on est une génération où on a vu beaucoup de films, on a réussi à les digérer, et on arrive à les revisiter en fait pour en faire de nouveaux films à notre manière, à notre sauce. Donc on est des cinéphiles, on a aimer les films de genre et en fait on n'a aucun problème pour s'approprier et pour traiter de films de genre. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait la très grande différence avec les générations de cinéphiles qui nous ont précédés. Donc on est cette génération-là, on arrive à mixer les genres et à faire de nouvelles tentatives qui ne nous font pas peur. Et chaque genre en tout cas chaque genre est très lié en tout cas à la peur. Je pense que c'est vraiment un dispositif. 그래서 이제 뭐 이전에 선배 감독들의 이런 어떤 성취나 이런 거에 나도 이만큼 만들 수 있다 이런 욕구보다는
내가 살면서 좋은 영화를 보면서 내가 좋아지는 것들이 있었거든요. 그러니까 그런 아름다운 순간들, 아름다운 장면들, 아름다운 모멘텀들을 보면서 더 나빠지지 않고 이런 장면들을 만들려면 내가 어떻게 살아야 되나 라는 고민을 하면서 좋아진 부분들이 있어서 나는 그들과 겨뤄보겠다는 것보다는 그들한테 받은 아름다운 것들을, 좋은 것들을 후대, 그러니까 나 같은 존재들한테 보여줌으로써 더 좋아질 수 있는 선한 영향력이 나도 해볼 수 있지 않을까. 오히려 그쪽에, 그러니까 나 같은 방향을 못 찾은 또는 무언가 꿈을 이루고 싶은 그런 꿈꾸는 사람들에게 나도 좋아진 게, 좋은 것을 보면서, 아름다운 순간을 보면서 좋아진 게 있으니까 나도 그런 역할을 해주고 싶다라는 욕망이, 그런 생각이 더 컸던 것 같아요. Et quant à votre question, en fait, que si je voulais me mesurer aux grands réalisateurs, je pense pas du tout. Je pense que c'est plutôt un désir de transmettre. C'est-à-dire que en voyant justement ces grands chefs-d'œuvre, je suis devenue quelqu'un de meilleur. Ça m'a un peu transformée parce que je me disais que pour atteindre ces mouvements de beauté que l'on voit donc dans ces grands chefs-d'œuvre, il fallait que, en tout cas, ça m'a rendue meilleure parce qu'à cause de la beauté des films. Et je voulais moi-même, en tout cas, transmettre cette beauté aux générations futures, peut-être aux jeunes qui sont un peu désorientés, et parce que j'en faisais aussi partie. Donc c'était pour essayer de transmettre ces très jolis moments qui peuvent transformer les gens, mais pas du tout pour me mesurer aux grands réalisateurs que vous avez cités. 그래서 이제 어떤 아름다운 장면이나 되게 인상적인 장면을 연출한 장면들을 보면은 저걸 뭐로 찍었어? 저걸 어떻게 찍은 거야? 못지않게 저런 장면을 찍으려면 내가 어떻게 살아야 되는 것인가? 무엇을 찾아야 되고 무엇을 해야 되는가? 어떻게 살아야 되는가에 대한 생각을 많이 했던 것 같아요. Parce que quand on voit de très belles scènes, effectivement, le côté technique fait qu'on se demande avec quoi, avec quelle caméra est-ce que cette scène a été tournée, comment est-ce qu'elle a été tournée. Ça, c'est l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect psychologique, c'est-à-dire comment atteindre cette... c'est-à-dire que je me demandais comment est-ce qu'il fallait que je vive pour pouvoir atteindre cette beauté sublime que je voyais dans les films, donc dans les chefs-d'œuvre. Donc je cherchais en moi en fait la manière dont je devais vivre, ou qu'est-ce que je devais changer en moi pour pouvoir atteindre ces merveilleuses scènes. 네, 그래서 지금도 끊임없이 계속 좋은 음악, 좋은 풍경, 좋은 책, 좋은 영화 계속 끊임없이 그런 것들을 보려고 노력하고 있습니다. Et à cette fin-là, justement, aujourd'hui, je continue à essayer de voir de bons films, de bons livres, de beaux paysages et de beaux morceaux de musique. 특히 독서는 끊임없이 해야 되는 것 같은 생각이 들었고, 그래서 정말 훨씬 이제 저보다 이제 많이 책을 보시는 분들도 많겠지만은 정말 끊임없이 독서를 하면서 계속 나를 더 늙지 않게 하려고 하고, 그래서 계속 또 끊임없이 좋은 영화를 보면서 더 이상 내가 나이 먹는 건 괜찮지만 내 영화가 더 이상 늙지 않았으면 하는 조바심으로 계속 끊임없이 좋은 것들을 찾는 것, 이게 가장 제가 할 수 있는 바람직한 이상적인 것이 아닌가 생각이 들어요. Oui, les livres sont très importants, donc je continue à lire beaucoup de livres parce que je sais que c'est ça qui va m'empêcher de vieillir moins vite. Parce qu'en fait, moi, c'est pas très important si je vieillis, mais je veux pas que mes films vieillissent. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de me documenter, en tout cas de lire des livres qui vont me maintenir jeune, entre guillemets. C'est vraiment mon idéal. Alors on en parlait, vous signez donc un film d'horreur, A Tale of Two Sisters en 2003. Et puis qui vous fait connaître d'ailleurs sur la scène internationale. Ça suit avec les deux polars qu'on vient de citer, Bittersweet Life et I Saw the Devil. Et finalement on se dit, ah tiens, il y a un élément qui revient assez récurrent dans les films, qui existait avant, mais là qui est vraiment plus détectable. C'est celui d'une sorte de déconnexion des personnages avec la réalité. Alors évidemment, dans A Tale of Two Sisters, c'est vraiment mis en avant.
Il y a vraiment, on ne sait plus, on se perd, on passe d'une réalité à l'autre constamment, et ça devient un principe narratif. Vos personnages perdent complètement leurs repères, et ça devient un mode narratif, c'est-à-dire qu'on perd le spectateur, on ne sait jamais, et finalement, mais c'est une manière aussi plus aisée de se mettre à la place aussi des personnages, de mieux comprendre leurs agissements qui paraissent parfois complètement absurdes et violents, et ça nous fait presque parfois accepter leurs actions. 그래서 어떻게 된 거지? Est-ce que c'est important? Et d'ailleurs, vous-même, d'ailleurs, quand vous écrivez vos films, quand vous les réalisez, vous passez aussi d'un état à l'autre, comme ça, surtout à l'écriture des films. Vous revenez dessus, sur une trame qui vous paraît classique, et vous décidez comme ça de faire des ruptures narratives, des ruptures, encore une fois, avec la réalité. 그러니까 제가 아마 제 영화를 통틀어서 보면은 그러니까 그 시대상을 막 이렇게 막 반영하거나 요즘 유행하는 것들을 트렌드를 막 영화에 담거나 이런 영화는 없었던 것 같아요. 내가 왜 나는 현재적인 것들을 잘 못하나, 왜 그런 영화를 못하는 건지 안 하는 건지, 왜 그런 영화가 없나 이렇게 생각을 해보면은 제가 되게 현실적인 어떤 삶에서 사실은 유리된 삶을 살고 있었거든요. 10년을 넘게 백수 생활을 했고 실제 생활도 안 해봤고, 그래서 되게 이제 현실을 내가 보는 시각에서 느낌을 조합하는 경우가 있어서 그것이 영화 안에서도 그런 형식으로 보여지는 것이 아닌가. 이게 질문 대답이 된 건지 잘 모르겠네. En fait, j'ai jamais vraiment fait de film qui reflétait la réalité du moment ou les ambiances un peu à la mode. Et avec le recul, je me demandais pourquoi c'était le cas. Est-ce que c'est parce que j'étais incapable ou parce que je refusais? Et je me suis dit que mes films peut-être manquaient aussi un peu de réalisme parce que j'avais vécu pendant 10 ans une vie qui n'était pas du tout réaliste, parce que j'avais jamais travaillé pendant 10 ans. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je m'éloignais un peu du réalisme. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. 내 생각에는 질문이 너무 어려워서 내가 잘 이해를 못한 것 같아요. En fait, je crois que la question est trop compliquée pour moi parce que je suis quelqu'un de Je la trop simple. répondrai en disant qu'il y a vraiment tous ces personnages sont vraiment pris dans les moments de folie. Alors qu'au départ, on pense les cerner, ils ont une vie plus classique, voilà, on les repère parce qu'on est dans les codes de genre, comme vous dites, et après, ils sont pris comme à rompre complètement avec ce qui paraissait être. Et il y a souvent d'ailleurs dans vos films, les personnages avancent masqués et se dévoilent au fur et à mesure, et c'est souvent lié à la folie. 그러니까 그게 이제 두려움, 아까도 계속 얘기하는 거였지만은 어느 순간에 저는 이제 드라마를 어떤 그냥 한 개인에게 어떤 두려운 일들이 발생을 하고 그 두려움의 어떤 그 대상 때문에 한 인간이 어떻게 극단의 세계까지 갈 수 있는지 이런 것들을 강렬하게 이제 보여주려고 하는 어떤 그 메시지들이 있죠. 그래서 그 작은 누구한테는 사소한 두려움일지라도 그 본인에게는 이러한 극단으로 치달을 수밖에 없는 그러한 감정의 파열과 어떤 반향과 또는 어떤 그런 그 파문을 줄 수 있다라는 거, 이런 것들을 강조하려고 했던 것 같아요. 그래서 너의 두려움은 나의 두려움과 비교가 안 되겠지만은 나한테는 엄청 이렇게 파괴적이고 파멸적일 수밖에 없는 그런 상황들을 극단적으로 이제 보여주고 싶었던 거죠. 그래서 고통의 크기는 서로 다 달라요. 어떤 사람에게는 12시를 치는 종소리가 그냥 시간을 알리는 종소리겠지만은 죄인한테는, 사형수한테는 그 종소리가 자기 죽음을 재촉하는 종소리일 수도 있는 거죠. 그러니까 이거를 다루는 게 드라마인 것 같아요. Oui, en fait, comme je disais, le drame finalement est toujours intrinsèque
mois liés à la peur. Et parfois, la peur, ça peut être quelque chose de complètement insignifiant pour le reste du monde, alors que pour une seule personne, ça peut être quelque chose de vraiment énorme qu'elle a beaucoup de mal à vaincre. Donc, ça peut amener à des conséquences vraiment dramatiques, parce que on a chacun en nous des peurs qui sont différentes, mais donc soit ça peut être des peurs insignifiantes, mais soit ça peut être des peurs qui font qui ont des conséquences. Et par exemple, on a aussi des degrés de souffrance qui sont très différents. Par exemple, quand minuit sonne, pour certains, enfin pour la plupart d'entre nous, c'est juste l'heure qui est annoncée, alors que pour un condamné à mort, ça peut être l'annonce de sa mort. Donc ça peut être, c'est vraiment la répercussion de quelque chose d'insignifiant qui peut prendre des proportions énormes pour d'autres personnes. Et je pense que c'est vraiment ça en fait qui fait l'art dramatique. Alors en 2013, vous, Kim Ji-won, par Chan-wook, donc avec Le Dernier Rempart, The Last Stand, par Chan-wook avec Stalker, et Bong Joon-ho avec Snowpiercer, vous rendez aux États-Unis pour faire chacun un film. C'est-à-dire les trois grands maîtres de la nouvelle vague coréenne décident d'aller travailler à Hollywood, tous ensemble. Sur cette année précisément. Vous avez une idée pourquoi? 모르겠어. 저는 봐. 아니 그러니까 나 같은 경우는 이유가 있어요. 확실하게. 사실은 이제 그 라스트 스탠드 할 때 애초에 배우는 리암 니슨이었어요. 사실은 순서대로 보면은 내가 제일 먼저 미국에 갔었어야 되는 상황이었어요. 거기까지. Non, en fait, pour moi, je sais. Bon, pour Last Stand, pour Le Dernier Rempart, donc normalement, le personnage, l'acteur que j'avais en tête, c'était Liam Neeson, et c'était moi normalement qui devais d'ailleurs aller à Hollywood en premier. 근데 리암 니슨을 뉴욕에서 만나고 되게 이제 좋았는데 그 라스트 스탠드를 이제 그래서 리암 니슨은 이제 뭐 테이크 통해서 이제 되게 복수의 화신처럼 느껴져서 나는 이제 그 라스트 스탠드를 되게 이제 어둡고 비상한 복수극으로 이제 만들려고 했었어요. Et donc j'ai rencontré Liam Neeson à New York, la rencontre s'est très bien passée, et donc c'est un acteur qui est très connu pour son film Taken, donc il représente en fait à lui-même la vengeance, et je voulais faire un film en tout cas un peu sombre avec lui. 그래서 리암 니슨이 갑자기 1년의 안식년을 좀 갖겠다고 하면서 좀 1년을 미룰 수 없냐고 얘기를 하더라고요. Et c'est là que Liam Neeson me dit qu'en fait il voudrait prendre une année sabbatique. 그래서 갑자기 할 일이 없어져서 그래서 한국에 다시 돌아와서 전에 갑자기 뭐 할 게 갑자기 없어진 거예요. 그래서 근데 그때 갑자기 생각난 게 최민식 배우가 악마를 보았다라는 시나리오를 나한테 준 적이 있던 것이 그때 기억이 났어요. Et donc tout d'un coup, je me suis retrouvée avec rien à faire, donc je suis rentrée en Corée, et tout d'un coup, je me suis souvenu que l'acteur Choi Min-sik m'avait donné le scénario de J'ai rencontré le diable. 그래서 악마를 보았다 시나리오 그때 처음 읽었을 때 너무나 이제 잔인하고 막 이런 그 원작이어서 그래서 이제 그럼 그 시나리오를 내가 다시 한번 각색해서 새로운 어떤 복수극을 만들어야 되겠다 생각을 하고 그 사이에 악마를 보았다를 만든 거죠. Et à l'époque, je trouvais que le scénario était beaucoup trop cruel, donc j'ai voulu l'adapter, donc je l'ai adapté pour en faire une sorte de nouveau film de vengeance. C'est là que j'ai commencé à faire J'ai rencontré le diable. 그래서 지금 고백하건데 사실은 악마를 보았다를 만들고 너무나 사실은 나도 이제 약간 심한 그 어두운 세계에 너무 1년을 넘게 빠져 있다 보니까 우울증이 걸려서 도망치다시피 여기서 그러니까 여기 영화계를 도망치다시피 미국에 가서 그냥 아무 영화나 한 편 하려는 마음으로 라스트 스탠드를 하게 된 거죠. Et j'avoue aujourd'hui devant vous que après le tournage de J'ai rencontré le diable, ça a été très... En fait, j'ai eu une sorte de dépression parce que j'avais plongé pendant plus d'un an dans un monde obscur, très sombre. Donc la seule idée que j'avais, c'était de m'échapper de tout, de partir et de faire n'importe quel film aux États-Unis. 근데 도망간 리암 니슨은 돌아오지 않고 그 당시 이제 주지사를 은퇴했던 아놀드 슈왈제네거가
라스트 스탠드를 하고 싶다라고 의견을 물었던 것 같아요. Et Liam Neeson n'est pas revenu. Schwarzenegger, donc, qui était à l'époque gouverneur, a montré en tout cas son souhait pour faire le film. 그래서 제가 이제 배우들을 좀 많이 타는 스타일인데 탄다라는 말이 어떻게 그러니까 배우의 약간 배우의 컬러에 맞춰서 영화를 좀 찍는 편인데 그 당시에는 좀 더 그냥 가볍고 유쾌하고 아주 영화적인 그러니까 애초에 생각했던 라스트 스탠드가 아니라 악마를 보았다를 만들고 나서 아주 반대되는 영화, 아주 경쾌하고 재밌고 그냥 활극적인 영화를 만들고 싶었고 또 마침 또 슈왈제네거가 이제 이것을 하고 싶다 그래서 오히려 이제 그런 영화를 더 어두운 복수극이 아니라 이런 영화를 만들 수 있겠구나라는 생각으로 이제 라스트 스탠드를 만들게 됐죠. Et je suis un réalisateur qui est très, alors je dirais pas influencé, mais je fais les films en fait selon les acteurs. C'est-à-dire que l'acteur que j'ai en face de moi va vraiment influer sur le film que je fais. Et quand j'ai rencontré Schwarzenegger, justement, j'ai voulu faire un film très léger et très joyeux, parce que justement aussi je sortais de la période où j'ai rencontré le diable qui avait été très difficile et très sombre. Et à l'origine, Le Dernier Rempart devait être un film justement sombre, et tout d'un coup j'ai pris le contre-pied, et donc j'ai voulu faire un film très, très joyeux et très gai. 그래서 라스트 스탠드는 제가 여태까지 만든 영화보다는 조금만 더 너무나 특히 많이 다른 영화여서 가끔 저도 라스트 스탠드를 만든 사람을 잊어버리고 볼 때가 가끔 있어요. Oui, donc Le Dernier Rempart est un film que je regarde, parfois j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Oui, alors, vous venez de répondre, Phil, d'une certaine manière, à ma question, c'est vous n'avez pas rencontré le diable à Hollywood, alors que la plupart évidemment des expériences de réalisateurs venus d'Asie et d'Europe ont toujours été très compliquées, voire des cauchemars. Vous avez pu faire ce que vous vouliez. 네, 그렇죠. 그러니까 시스템의 악마는 봤죠. 그리고 문화에서 처해서 온 악마도 좀 봤고, 그리고 이전까지는 이제 한국 현장은 이제 되게 이제 감독 위주의 감독의 접근을 가지고 되게 어떤 면에서는 되게 수직적인 어떤 그런 권력의 어떤 형태가 수직적이었어요. 감독이 특히 이제 뭐 그것도 뭐 힘 있는 감독 위주가 있지만은 어디 한국 영화 현장은 감독 시스템으로 돌아갔었는데 처음으로 이제 스튜디오 시스템의 영화를 하게 됐는데 그래서 지금 이브가 얘기한 것처럼 좀 더 가벼운 마음으로 영화를 만들려고 했기 때문에 나는 그렇게 스트레스가 좀 덜 하지 않았나 생각이 들어요. Oui, j'ai rencontré le diable dans le système et dans le choc des cultures à Hollywood. Mais comme en Corée, en fait, effectivement, il y a le réalisateur est sur le plateau, en tout cas, a les pleins pouvoirs. Il y a vraiment une sorte de pouvoir, en fait, à la verticale sur le plateau qui est complètement différent donc, des studios hollywoodiens. Là-bas, le système, c'est le système des studios. Mais comme je faisais justement un film assez léger et pas trop prise de tête, je pense que j'ai eu beaucoup moins de stress que les autres réalisateurs. 그래서 이제 그 전까지는 이제 라스트 스탠드를 하기 전까지는 한국에서 보통 이제 하루 촬영 시간 12시간인데 그 당시에는 한국에서 뭐 12시간, 뭐 14시간까지도 막 촬영이 허용되는 그런 분위기였고 그래서 처음으로 이제 12시간을 한국보다 적은 회차로 찍어내야 돼서 너무나 이제 스트레스는 사실은 크게 받았었죠. 그리고 나서 이제 다시는 미국 영화 안 가고 이제 한국에서 좋은 조건으로 좋은 환경에서 찍을 거야 해서 왔는데 한국도 이미 많이 바뀌어서 내가 다시 미국 영화 찍을 때는 미국과 똑같은 시스템으로 영화를 하루 12시간에 찍었던 것 같아요. Et avant, donc à l'époque, à Hollywood, on pouvait tourner jusqu'à 12 heures par jour, alors qu'en Corée, on pouvait tourner jusqu'à 14 heures par jour. En tout cas, c'était autorisé. Donc, quand j'ai dû tourner seulement 12 heures par jour, j'ai été très stressée. Ça m'a un peu frustrée aux États-Unis et je me suis dit, bon, ben, je reviendrai plus aux États-Unis et je tournerai en Corée. Et en fait, à l'époque, quand je suis rentrée en Corée, justement, les lois avaient beaucoup changé et en Corée aussi, on tournait 12 heures par jour. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai fait aussi le tournage donc, de Age of the Shadows.
vous revenez en Corée, deux films, The Edge of Shadows et Ilang, l'adaptation donc du film d'animation japonais. Et on sait que vous n'avez jamais vraiment fait de film auparavant purement politique, où la politique arrivait mais souvent en sous-texte. Et là par contre, on sent vraiment un investissement plus politique, en prenant évidemment une histoire avec The Edge of Shadows sur l'occupation japonaise en Corée, et Ilang, qui est donc là un film d'anticipation, mais on parle aussi d'une résistance à un système totalitaire et militaire, avec aussi des gens qui résistent à ce système. 그러니까 뭐 그건 약간 우연의 일치였던 것 같아요. 그러니까 난 그 전까지는 사실 이제 가장 판미적인 것이 이제 더 큰 정치적인 역동력과 그러니까 아드로노인가 마르쿠젠가 같은 되게 미학 비평가, 되게 유명한 미학 비평가 얘기한 적이 있었는데 브레이트의 교훈극 또는 계몽극보다 보들레르의 판미적인 시가 훨씬 더 정치적인 잠재력과 파괴력을 더 띌 수 있다라는 얘기. 그리고 프랑스 혁명을 갖고 온 것은 사실은 무슨 뭐 계몽 사상가들이라기보다는 그 빈부 신분 계급 신분 차이가 나는 남녀 간의 사랑을 의 비극을 다룬 그런 대중 소설, 그런 통속적인 대중 소설이 프랑스 혁명을 더 끌고 왔다. 이 말을 나는 전적으로 믿는 편이어서 내가 정치적인 얘기를 하더라도 영화적으로 그 안에 어떤 다른 형식으로 다른 세계와 다른 뉘앙스로 담으려고 했던 것 같아요. 어떤 면에서는 다 그런 것이 이전 영화에 있었는데, 근데 미국 갔다 와서 밀정과 일랑은 그런 얘기를 약간 표면적으로 냈던, 근데 그게 의도했던 건 아니고 좀 우연적인 요소였던 것 같아요. Ça, par contre, c'est un peu un hasard. Je crois que c'est Adorno ou Marcus, en tout cas, c'est un critique en art, en esthétique, qui avait dit que par rapport à Bertolt Brecht, parfois les poèmes de Baudelaire avaient un potentiel et un pouvoir de destruction beaucoup plus politique. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Il disait aussi que... je suis de ceux qui pensent que la Révolution française n'est pas due au siècle des Lumières, mais plutôt au roman populaire qui parle de tragédie entre l'amour d'un homme et d'une femme. Donc mes films parlent également de politique, mais en tout cas pour Age of the Shadows et pour Ilang, c'est pas quelque chose en fait qui était voulu. 근데 재밌는 거는 그 두 편이 이렇게 연속적으로 만들었는데. 밀정은 제가 만든 영화 중에서 가장 흥행에 성공했고 일랑은 내가 만든 영화에서 가장 폭망한 영화여서 되게 온도차가 되게 심한 두 편의 영화를 연속적으로 만들었던 것 같아요. Oui, et puis ce qui est anecdotique, c'est que donc j'ai fait les deux films à la suite, mais parmi tous mes films, le film qui a vraiment cartonné au box-office, c'est Age of the Shadows, et le film d'après, donc Ilang, a été le film qui a été l'échec le plus cuisant de ma carrière. 그래서 그 일랑이 되게 이제 흥행적으로 되게 이제 완전히 망했는데 그 일랑을 통해서 현대 관객들의 영화를 봐야 하는 태도가 많이 바뀌었다라는 거, 그런 것들을 많이 느끼게 됐고, 또 현재는 좀 더 관객들이 영화를 정하는 거에서 어떤 생각이나 패러다임이 많이 바뀌어서 기존의 영화를 대하는 태도로서는 관객과 평단에 이전에 내가 영화를 만들 때만큼 지지를 못 받겠구나, 받을 수 없겠구나라는 생각을 하게 됐고, 그래서 계속 나를 새로운 좋은 영화에 익숙하게끔 그다음서부터 이제 많은 어떤 생각들을 하게 됐던 것 같아요. Oui, donc Ilang, la Brigade des loups a été un échec vraiment total. Et j'ai compris qu'en fait l'attitude du public moderne avait beaucoup changé
et qu'il y avait une sorte de paradigme qui avait changé, enfin le choix du public a changé, et je me suis rendu compte que je n'aurais jamais plus en fait l'intérêt en fait du public d'avant, et enfin le soutien, et c'est ce qui m'a poussé à me renouveler encore plus à chaque film, et c'est un peu ça la réflexion que j'ai eue. 결국 이제 팬데믹 이후로 이제 극장 리스크들 그리고 영화 산업이 그리고 그러면서 이제 OTT의 어떤 플랫폼들의 어떤 그 출연들 이런 것들로 인해서 아마 지금 살면서 가장 영화계의 혼란스러운 지점에 와 있지 않나. 창작자든 산업가든 주변 그 관계자든 가장 혼란스럽고 예측 불가의 불화의 시대를 살고 있지 않나. 그래서 우리가 이제 지금 이 시점에서 영화란 무엇이고, 우린 또 이 영화를 어떻게 또 새롭게 영화라는 것을 관객들한테 보여줘야 되는 것인가, 이런 고민들을 많이 하게 되는 그런 시점인 것 같아요. Oui, c'est vraiment une période de réflexion, puisque après la pandémie a amené beaucoup de soucis pour les salles, puisqu'il y avait un risque d'aller dans les salles obscures, il y a eu l'apparition des plateformes. On vit, je pense, une période très chaotique, en tout cas dans le cinéma, pour tout le monde, pour les gens de l'industrie, pour les créateurs, pour les distributeurs et les autres métiers qui sont dans le cinéma. Et c'est vraiment un peu une période imprévisible que l'on vit pour le moment, où on se questionne sur ce qu'est l'essence du cinéma, et pour savoir en fait comment se renouveler pour attirer le public. 그러니까 OTT가 나오면서 이제 감독들이 또 하나의 어떤 창작을 만들 수 있는 어떤 룸이 만들어진 건 사실 좋은데, 정말 진짜 괴로운 거, 정말 견딜 수 없는 거는 그 OTT TV나 태블릿으로 보면서 1.5배나 2배로 빠르게 보는 것들이 사람들이 이제 그게 좀 습성이 되어가는 거. 이건 정말 너무나 힘들고 괴롭고 받아들일 수 없는 지점인 것 같아요. Et le fait donc les plateformes soient arrivées, ça, pour les créateurs en tout cas, effectivement, c'était quelque chose de bien, puisque ça donnait un autre espace de création. Mais ce qui est très difficilement acceptable et ce qui est très douloureux, c'est que maintenant le public a l'habitude de voir les films à la télé ou sur des tablettes, et ils ont tendance à toujours appuyer sur une vitesse rapide 1,5 ou 2 fois plus rapide, et ça c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. 그러니까 그 감독이 약간 어떤 그 템포와 타이밍과 이런 거를 정말 세심하게 매번 그런 걸 고민하면서 만들고, 타이밍을 그 속도를 고민하고 뭐 이러는데, 많은 관객들, 특히 이제 다 그런 프랑스 국민들은 어쩐지 모르겠는데, 그 OTT에 나오면 걸어놓으면 그거를 1.5배 빠르게로 본다고 해서 너무나 좀 괴로웠다. 그렇게 즐겨 본다고 해서 그 얘기 듣고 되게 괴로웠던 기억이 있어요. Oui, parce que peut-être pas tous les réalisateurs, mais en tout cas la plupart des réalisateurs ont vraiment ce souci du timing, du tempo. On réfléchit beaucoup à la vitesse, au rythme du film. Et alors je sais pas, c'est peut-être pas le cas du public français, mais quand j'avais entendu dire que les Coréens regardaient les films en appuyant sur vitesse multipliée par 1,5, ça m'avait fait beaucoup de mal. Mais je voudrais tout de même revenir justement sur surtout The Edge of Shadows, forcément Ilan, sur leur thématique. Parce que ce sont quand même deux films qui parlent de la résistance face à l'oppresseur, face à un régime totalitaire, que vous réalisez pendant le régime autocratique de Park Geun-hye, je ne sais pas si je prononce bien son nom, ce qui vous vaudra d'ailleurs de finir sur une liste noire à la McCarthy. C'est-à-dire que vous, Bong Joon-ho et Park Chan-wook, vous ne pouvez quasiment plus réaliser vos films. Il faut attendre la destitution en 2017 de Park Geun-hye pour que vous puissiez retrouver vos repères. C'est pour ça que je me dis, il y a quand même une parabole, surtout dans The Edge of Shadows, qui rappelle quand même cette période, et puis d'autres périodes beaucoup plus noires encore dans les années 80.
네, 이제 그 블랙리스트에 올린 거는 이제 이제 여러분들 아실지 모르겠지만 이제 우리 또 그 근현대사 비극의 이제 세월호를 통해서 많은 어린 희생자들이 생기면서 이제 그것이 이제 계속 정부 책임자들이 책임을 회피하려는 법 개정을 막 이렇게 하는 차원에서 우리가 이제 가족들이 요구하는 법 개정을 그 희생자 가족들이 그런 법 개정을 지지한다 이런 성명을 계속 발표했던 것 같아요. 그래서 이제 정부에서는 굉장히 눈의 가시처럼 생겼던 것 같아요. 그래서 밀정을 만들 때 정부에서 주는 그 지원금을 못 받고 계속 이제 우리가 알아서 자금을 받아야 되는 조달해야 되는 상황이 있었는데 사실은 저보다는 제작자가 많이 더 힘들었을 것 같아요. 제작자가 또 이제 노무현 대통령이랑 되게 이제 민주적인 대통령의 생애를 다룬 변호인을 만든 제작자여서 아마 이제 그때 이제 박근혜 정권 때 많이 요주의 제작자로 아마 지켰던 분이어서 그 제작자가 이제 자금을 만드는데 좀 애먹지 않았나 생각이 듭니다. Il y a donc la tragédie que peut-être vous connaissez, c'est le naufrage du ferry Sewol qui a fait de nombreuses victimes parmi les jeunes gens qui étaient sur le ferry. Et donc les membres du gouvernement avaient essayé d'échapper à leurs responsabilités et les familles des victimes avaient demandé à ce que la loi change. Et on était plusieurs donc à avoir signé cette demande. Et pour le gouvernement, ça a été un peu une sorte d'épine au pied. Donc, on a eu du mal à obtenir les subventions publiques pour faire du cinéma. Et donc, on a dû trouver des aides privées, enfin des capitaux privés. Mais ce qui a été le plus dur, c'est pas finalement pour les créateurs, c'était surtout pour les producteurs et surtout pour l'un d'entre eux qui avait produit donc le film L'Avocat, je ne sais pas si c'est le titre français. Et donc, il y a eu beaucoup de mal qui étaient vraiment blacklistés, qui avaient eu du mal à continuer à faire des films. 근데 일랑 같은 경우에는 이제 밀정 같은 경우가 그런 케이스였고 일랑 같은 경우에는 내 세대에서는 이제 우리 민족이 한국이 가지고 있는 가장 해결해야 될 것들이 이제 남북 평화라고 생각이 들었어요. 남북의 어떤 평화적인 어떤 통일. 그런데 이 일랑을 소비했던 주 소비층들, 20대들이 그렇게 통일에 대해서 우리 세대만큼 그렇게 그것을 예민하게 또는 폭넓게 또는 우리만큼 그렇게 생각하지 않는다라는 것도 느꼈던 것 같아요. 그들한테는 너무 남북 문제의 남북의 통일, 평화적인 통일이라는 것이 그보다 더 급하고 더 힘든 일이 있다고 생각하는 것 같았어요. 그래서 이제 그 일랑이 여러 가지 이유가 있겠지만은 관객들한테 어떤 큰 사랑을 못 받은 이유 중에 하나도 아마 그런 어떤 소재에 대한 그런 주제, 이야기, 스토리라인에 대한 어떤 관객들이 진짜 원하는 지금의 얘기 이런 거에서 벗어난 지점이 아니었던가. 그래서 저는 이제 이 세대가 어떤 염원이나 열망이 다른 데 있구나라는 것을 또 느끼게 됐던 것 같아요. Donc ça c'était le cas pour Age of the Shadows. Et puis pour Illang, la Brigade des Loups, c'est un thème qui est très cher à notre génération, c'est en fait la réunification, ou en tout cas la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et j'ai compris en fait après avoir fait le film que la nouvelle génération, donc les 20 et ceux qui ont entre 20 et 30 ans, sont beaucoup moins touchés ou beaucoup moins préoccupés en fait par ce sujet aujourd'hui. Et bien sûr, il y a différentes raisons pour qui
justifie l'échec du film, mais je pense que l'intrigue donc qui parle de ça en fait n'a pas beaucoup intéressé en fait le public jeune qui pense que le thème ne les concerne pas ou que c'est peut-être trop démodé. Et c'est là que j'ai compris que l'espoir ou le souhait, en tout cas ce à quoi aspiraient les jeunes aujourd'hui, était très différent de ma génération. 예, 그 사실은 오늘은 이제 그 마스터 클래스를 2부가 이제 진행하면서 사실 관객들의 질문도 받고 싶어서 좀 빠르게 하려고 했었는데 지금 그게 아직도 가능한 건지 궁금하네요. Ah oui, je voulais vous dire en fait, pour cette masterclass, je voulais quand même aussi avoir des questions du public, mais je ne sais pas du tout quelle heure il est, et si on a le temps en fait d'avoir des questions du public. C'était pas vraiment prévu. 아, 벌써 시간이 이렇게 많이 On 걸렸네요. peut tenter 2 ou 3 questions rapides. Non, mais vous avez une voix qui porte, allez-y. Bon, bonjour. Non, j'ai une question technique en fait. Dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, 31e minute. 31e minute. Non, mais sans déconner. En fait, il y a un plan séquence où Yann Dégou, il arrive dans un marché. Et t'as la caméra derrière, on le suit, tu vois, on suit. Et on passe, il y a un éléphant ensuite qui passe bord-quatre gauche, on avance encore, bord-quatre droite, il y a une grande statue de Bouddha, ça recule, et après on reprend Yann Dégou dans le cadre, et après ça s'envole. Je voulais savoir comment on avait fait avec la caméra. Tu l'as vu sur une grue. 아, d'accord. 정말 놈놈놈은 정말 얘기하고 싶은 것과 들려주고 싶은 얘기가 진짜 많은 영화인 것 같아요. 아마 그 놈놈놈의 촬영 비하인드 스토리만으로도 뭐 한두 시간 얘기할 수 있는 그러한 영화였던 것 같아요. Oui, Le Bon, la Brute, le Cinglé, en fait j'aurais tellement de choses à raconter sur ce film, rien que de vous parler des coulisses, des anecdotes du film, ça me prendrait des heures et des heures. 그걸 어떻게 찍었냐면은 맨 처음에 카메라 감독이 스틸캠으로 한 인물을 쫓아요. 그렇게. Alors pour la scène en fait, donc il y a déjà un opérateur qui suivait l'acteur avec une steadicam. 코끼리가 지나갈 때쯤에 그 지미집 크레인을 받고 타요. 올라타요. Quand il y a l'éléphant qui passe, tout de suite il monte sur une grue. 그래서 코끼리가 지나갈 때쯤은 그게 크레인을 타고 올라가는 거예요. Donc quand l'éléphant passe, en fait il monte sur la grue, 그래서 monte. 코끼리를 넘어서 다시 크레인이 내려서 Après il 또 redescend. 다시 다른 카메라 감독이 그걸 잡아서 다시 또 쫓아가는 La 거예요. grue redescend et après un autre caméraman continue. 그렇게 찍었었고, 예를 들면 이제 정우성 그 좋은 놈이 막 이렇게 그 지붕위를 타고 가다가 그리고 이제 밑으로 뛰어내리는 장면인데 그것도 CG 없이 한 컷으로 이렇게 지붕을 쫓아가는 걸 가다가 밑으로 같이 카메라가 다시 이렇게 내려오는 장면이 있었어요. 그것도 어떻게 찍었냐면 그걸 어떻게 찍었냐는 질문도 많은데 그것도 마찬가지로 공중에서 그게 사실은 저기 와이어캠 같은 거를 찍어야 되는데 그 당시에 와이어캠이 없어서 카메라맨을 와이어로 묶어서 그 정우성 씨 좋은 놈과 같이 지붕 위를 같이 뛰어내리다가 정우성이 밑으로 이렇게 뛰어내릴 때 그 와이어 고무줄을 당겨서 같이 이렇게 그래서 우리는 와이어캠이 없어서 와이어맨 캠으로 이름을 부르면서 그렇게 찍었죠. Et il y a aussi une autre scène où on pose beaucoup de questions, c'est quand le personnage qui joue le bon s'envole dans les airs et qu'il descend. En fait, on avait un caméraman qui le suivait et normalement on devait avoir donc une wire cam. Et comme on n'en avait pas à l'époque, on a décidé de mettre donc un caméraman entouré d'un câble qui le suivait. Donc en fait, on avait l'acteur et le caméraman en fait qui s'envolaient et qui atterrissaient par terre. Et donc on disait qu'on n'avait pas de wire cam, mais qu'on avait une wire man cam. 또 라스트 원. Après dernière question. Dernière question. J'aurais voulu savoir quel est le film dont vous êtes le plus fier de votre filmographie, votre chouchou en fait.
내가 이거 얘기 하나 해줄게요. 이게 내 자랑하는 게 아니라 어떤 친구가 나한테 감독님의 대표작이 뭐냐고 나한테 물어본 적이 있었어요. Alors juste une chose, c'est pas pour me vanter, mais j'ai un ami qui me demandait quel était le film dont j'étais 네, plus fière. 지금처럼. 근데 나는 대표작이 사실 아직 없다고 생각을 해요. Et personnellement, je pense qu'il n'y a pas encore un film qui me représente vraiment dans ma filmo. 근데 그 친구가 뭐라 그러냐면 그냥 슬쩍 지나가는 말로 아 그래서 아직 젊게 사는구나 이런 얘기를 한 적이 있어요. Et lui m'a dit d'un ton léger, ah mais c'est pour ça que tu parais aussi jeune. 근데 그게 나는 되게 맞는 말이라고 생각이 들었어요. Et en fait, tout d'un coup, ça m'a vraiment touché au cœur. Je pense que vraiment, ça me décrit en fait. 내가 아직 대표작이 없기 때문에 내가 아직 더 보여줄 게 있고 더 만들어야 될 게 있고 더 할 게 있다는 생각 때문에 내가 더 늙으면 안 되겠다는 생각을 무의식적으로 가지게 된 것 같아요. Oui, parce que c'est justement parce que je me dis qu'il n'y a pas encore un film phare dans ma filmo que je continue à faire ce métier et qu'il faut que je ne vieillisse pas et que je reste encore en vie et que je continue à faire des films. 실제로 이제 과학적으로 증명된 건데 노화를 늦추는 방법은 끊임없는 운동과 더불어서 끊임없는 뇌에 대한 어떤 새로운 어떤 학습, 새로운 것들을 받아들이는 것 이런 것들이 실제적으로 과학적으로 검증된 건데 실제로 그것이 더 젊게 하고 노화를 방지하는 것이라는 얘기가 있어요. Et c'est scientifiquement prouvé. On dit que ce qui retarde la vieillesse, c'est le sport et également l'activité cérébrale, donc tout ce qui est apprentissage, études, ça rend les gens plus jeunes. 우리 전부 다 젊게 삽시다. Donc essayons de rester tous très jeunes. Comme Sabila. Merci à vous. Merci. Merci à tous.